Quel impact des médias sur notre vie? Peut-on les contrôler? Sont-ils seulement une affaire des journalistes ou encore autres spécialistes? Qu'à cela ne tienne, les médias sont partout. Ils saturent et structurent le quotidien de chacun d'entre nous. Et c'est la raison pour laquelle il est donc impératif de savoir comment se protéger de la manipulation des médias pour mieux s'en servir. Éponyme de l'ouvrage que nous allons décrypter ce soir avec bien sûr comme invité Roger Kafo-Fokou qui en est bien sûr l'auteur, à qui déjà je passe le bonsoir au nom de toute l'équipe de littérature africaine. Roger Kafo, bonsoir. Bonsoir madame, c'est un plaisir pour moi, un honneur aussi. Bienvenue dans notre émission Littérature africaine. Merci infiniment. Et vous, fidèles téléspectateurs, vous avez également ce même bonsoir parce que sans vous, effectivement, littérature africaine ne cesserait justement de produire. Alors, pour ce soir, je vous prie, comme il est de coutume, d'aller à la découverte de notre invité. Il fait partie, malgré lui, des 100 personnalités à avoir fait l'Afrique en 2014. Cette distinction, il la doit à ce bijou littéraire, médias et civilisation. Cette reconnaissance, quoique pas encore rentable pour l'auteur, s'inscrit dans la lignée de 24 années de dur labeur. Roger Kafo-Fokou est l'auteur de 14 œuvres littéraires, dont la toute première s'intitule Génération sacrifiée, au cœur de la catastrophe scolaire moderne, écrit en 1994 et publié en 2000 dans les éditions Harmattan. Ce père de 5 enfants y aborde la question de l'éducation au Cameroun, avec emphase sur les problèmes auxquels font face les élèves, les parents. Il y pointe du doigt en fait tout le système éducatif camerounais propre à plusieurs pays d'Afrique. C'était là le début d'un amour pour la littérature inspiré de son défunt papa, Jean-Marie Fokou, grand amateur de la lecture. Dans son enfance, Roger Kafo se délectait déjà quotidiennement des livres que conservait son père dans des cantines. C'était sous le regard fier et comblé de son géniteur qui voyait en lui, de tous ses enfants, le seul héritier de ses bijoux littéraires. En classe de 5e, 4e et 3e, l'homme de 57 ans en était déjà arrivé à lire un livre par jour. Vrai addict de la lecture, le choix était donc évident à l'université de Yaoundé dans les années 80. Il opta sans hésiter pour la littérature, au détriment de la philosophie qu'il affectionnait aussi. Cet attrait pour la philosophie ne disparaît pas pour autant. On lui retrouve des traits de philosophe dans certaines de ses œuvres aujourd'hui. Roger Kafo-Fokou vous présente ce soir ce sésame littéraire, médias et civilisation, comment se protéger de la manipulation des médias pour mieux s'en servir. L'assimilation des civilisations passe inéluctablement par celle des médias, lesquels médias sont classés sous plusieurs ordres matériels et symboliques, très loin de la désignation limitée consacrée aux médias de masse, dont la télé, la radio, les journaux écrits et aujourd'hui Internet. Cet ouvrage plonge les lecteurs dans l'essence de la vie directement liée à son environnement matériel et spirituel. C'est originaire de Bamboutos à l'ouest du Cameroun. Il parle du média de la vie comme mode d'influence et technique d'action sur l'individu. Les médias sont partout, ils saturent et structurent le quotidien de chacun de nous. Jeter l'individu dans un univers hypermédiatique sans lui donner les moyens de la maîtrise du contrôle d'un tel univers, c'est prendre le risque de jouer avec sa vie. Comment se protéger de la manipulation des médias pour mieux s'en servir? Cette question a valu à Roger Kafo d'être cité par plusieurs spécialistes, dont des experts en matière de littérature d'un certain journal mauritanien. Et ce soir, Afrique Média lui déroule le tapis rouge. Merci à vous, Amanda Iloka, pour cette brève présentation de notre invité à la personne de Roger Kafo-Fokou. Vous vous êtes retrouvé? Oui, plus ou moins. Je vous remercie du détail, de la fidélité avec laquelle vous avez pu, en très peu de temps, rentrer dans le parcours qui est le mien.
D'accord. Vous faites bien de préciser en très peu de temps. Alors, la première question, c'est ce qui apparaît comme une affirmation sur la couverture de l'ouvrage. Comment se protéger de la manipulation des médias pour mieux s'en servir? Là, moi, j'ajoute le point d'interrogation. Oui, c'est intéressant parce que on se sert des médias, qu'on le veuille ou non. Et puis les médias se servent aussi de nous. Il faut donc, dès le départ, savoir à quoi on a affaire. Parce Oui. que si vous ne savez pas que vous avez affaire aux médias, vous n'allez pas vous douter une seule minute que ces médias sont en train de vous manipuler. C'est pour ça que la première démarche consiste à se poser la question, c'est quoi les médias? Oui. Et justement, c'est quoi les médias? Oui, c'est intéressant parce que, comme l'a si bien dit celle qui a présenté le document tout à l'heure, Amanda Eloka? c'est la plupart du temps, les gens considèrent comme médias ce qu'on appelle vulgairement les médias de masse. La télévision, les journaux, Internet à la rigueur. Et pour eux, les médias s'arrêtent à ces outils de communication. C'est d'ailleurs là le sens qui est intéressant. Oui. Considérer que les médias sont des outils de communication, c'est volontairement ou involontairement se couper du terme du processus. Parce qu'en fait, on ne communique jamais pour communiquer. On communique toujours pour agir. Donc, on définirait mieux les médias en disant que les médias sont des outils d'action, pas de communication. Parce que chaque fois qu'on communique, on manipule, dans le bon ou dans le mauvais sens, parce qu'il y a la bonne, il y a la mauvaise manipulation. Oui, mais Monsieur Kafo, lorsque moi j'ai un problème, parce que si on s'en tient véritablement aux médias comme outil vous avez dit de communication, mais sauf que dans cet outil, il y a des hommes qui travaillent dans cet outil. Oui. Pourquoi ne pas parler effectivement de ces hommes de médias? Parce que je pense que l'outil de communication qui peut être la télévision, la radio, Internet, pour qu'il parvienne à vivre, il faudrait qu'un homme, un journaliste, un communicateur, un homme de médias, un fidèle de la communication puisse se tenir derrière afin de produire quelque chose qui rentrera dans cet outil, qui va donc aller, comme vous le dites, manipuler l'opinion publique. Oui, c'est intéressant parce que, en fait, quand vous dites comme ça, vous avez une vision restreinte des médias. Parce qu'en fait, vous continuez à voir le média comme le média de masse. Vous ne voyez pas, par exemple, le média comme un prolongement de l'individu. Quand je prends un couteau pour couper quelque chose, c'est parce que ma main ne peut pas le faire. J'ai besoin d'un média supplémentaire pour prolonger ma main. Oui. Et à ce moment-là, ce média-là est à l'image de ce que j'ai envie de faire. Je veux quelque chose de tranchant et qui coupe. Et à ce moment-là, je me projette dans ce couteau et le couteau fait juste ce que moi je veux. Et donc, c'est pour ça que je dis que les médias sont des outils d'action. Si on les voit seulement comme des outils de communication, on passe à côté de l'essentiel. D'accord. Alors, vous parlez de la distinction des médias chauds et des médias froids. Oui. Qu'en est-il? Voilà, c'est intéressant. C'est parmi les quelques distinctions qu'on peut faire des médias. Parce que nous commençons par dire qu'un média est une image. Une image, c'est une projection analogique. Ça veut dire quoi? Lorsque je produis une image, ça peut être un dessin, ça peut être une photographie. Oui. La différence entre le dessin et la photographie est dans l'ordre de ce qu'on appelle la définition. Ça peut être une faible définition, ça peut être une haute définition. Quand c'est une faible définition, ça veut dire que par la réaction que j'ai, c'est que je vais combler les vides d'information. Je vais participer à la construction, à la finition de l'image. À ce moment-là, on a affaire à un média qui est froid et qui me laisse la possibilité de participer à son achèvement. Quand la définition est haute, comme dans la photographie, je n'ai rien à ajouter, strictement rien, tout est déjà là. Je ne participe pas. À ce moment-là, c'est un média chaud qui ne me permet pas de participer.
De toutes les façons, c'est important de savoir On que... peut parler dans ce cas d'abstraction, parfois aussi. Oui, on peut parler d'abstraction. Il faut comprendre que c'est un concept que je prends avec la photographie qu'on peut appliquer à beaucoup de domaines de la vie. Si nous prenons la télévision et la radio, Oui. la radio est un média froid parce qu'il permet la participation. La télévision est un média plus chaud, qui fait qu'en réalité, le téléspectateur de la télévision participe très peu, tout est déjà construit. Si vous prenez un roman est un média froid. Le lecteur qui lit un roman doit construire lui-même l'image des personnages, compléter l'intrigue. Et donc, les médias, plus un média est chaud, plus il manipule absolument le récepteur. Quand il est froid, il donne la possibilité au récepteur de participer et donc de mettre du sien dans ce média. Et donc, nous devons, lorsque nous allons vers les médias chauds, être plus vigilants que lorsque nous allons vers les médias froids. Parce qu'avec les médias froids, il y a tout de suite la possibilité pour nous de construire une partie du résultat du média, alors que pour les médias chauds, nous sommes emportés directement. Est-ce à dire que les médias chauds représentent alors un véritable danger pour... Oui, c'est important parce que lorsque nous parlons des médias chauds, aujourd'hui, l'évolution de la technologie va du froid vers le chaud. Plus on innove, plus on va vers le chaud. Ce qui fait que l'individu, les capacités des technologies à manipuler les individus sont de plus en plus importantes. Parce que l'individu, à un moment, de plus en plus, est un consommateur passif d'un certain nombre de médias. Tout est fait achever. Et tout ce qu'on lui demande de faire, c'est simplement de consommer. À ce moment-là, il est pénétré jusqu'au plus profond de lui-même. Et il se laisse emporter par les médias sans s'en rendre compte. D'où l'inquiétude des différentes civilisations. Voilà, si nous en arrivons aux civilisations, je voudrais qu'on revienne à l'idée qu'un média est l'image de son producteur. Je veux dire qu'une civilisation ne produit que des médias qui lui ressemblent. Prenons par exemple la civilisation actuelle, qui est la civilisation occidentale qui domine le monde et qui est une civilisation marchande, ultra-libérale. Quel est le type de médias que cette civilisation produit aujourd'hui? Elle produit des objets jetables. Nous sommes dans l'ère du jetable. Vous consommez, puis vous jetez et vous consommez à nouveau. C'est une civilisation qui veut développer le consumérisme à outrance. Il faut que les industries tournent en permanence. Et si vous devez conserver un objet acheté pendant une durée étendue du temps, vous allez constituer un frein pour l'industrie. Et vous allez être un frein pour la croissance. Et donc, cette civilisation-là, qui a comme projet central fabriquer la croissance continue, cette civilisation-là produit du jetable. C'est ça son image. Vous n'avez plus rien de durable. Vous achetez un téléphone aujourd'hui et le lendemain, il est déjà périmé. Vous devez acheter un autre téléphone. C'est ça la civilisation du jetable. Et elle est exactement à l'image de cette civilisation occidentale marchande qui la fabrique. D'accord. Alors, Monsieur Kafour, je voudrais que nous nous intéressions aux médias et communications, mais plus précisément de l'intention de communication à la manipulation. Donc, ça veut dire quand même qu'au départ, on veut communiquer, mais à un moment donné, on se retrouve en train de manipuler. Oui, c'est important de prendre cette notion de l'intention, parce qu'en fait, on présume toujours innocent. On se dit, en réalité, les médias sont là pour communiquer. Et donc, on essaye de recevoir, on est récepteur. Ouais. Mais ce que nous devons savoir, c'est que l'architecture médiatique est faite de telle sorte que ce soit de manière consciente ou inconsciente, elle manipule. Je vais prendre un exemple simple. Si vous prenez une chaîne de... Les médias occidentaux? Oui, par exemple, si je prends une chaîne de télévision comme France 24, apparemment, l'un de ses objectifs est de communiquer. Mais en réalité, la sélection de l'information
le choix de l'angle de vue, Le choix des angles de traitement. des angles de traitement, font que de manière instinctive, on vous donne une information qui est filtrée sous un angle donné. Et donc, on vous apprend à voir le monde sous un angle qui n'est pas forcément celui qu'Afrique Média vous permettrait d'avoir. Et donc, chacun qui regarde ces médias-là, s'il perd de vue cette dimension manipulatrice qui est inhérente à la fois à l'homme qui présente l'information dans les médias, mais qui est aussi inhérente aux objets même qu'on vous présente. Les images que produisent ces médias, qui apparemment ne parlent pas, mais qui s'adressent directement à votre subconscient. Vous devez donc comprendre que dans tous les cas, vous devez rester extrêmement vigilant lorsque vous êtes en face des médias et ne pas prendre l'interprétation qu'on vous donne pour celle qui soit la meilleure. Qui est dans votre intérêt surtout. Oui. Elle peut même être bonne, mais elle pourrait ne pas être dans votre intérêt. Et à ce moment-là, vous commencez à voir le monde dans la perspective de quelqu'un d'autre et il va vous faire agir exactement comme il veut que vous agissiez. D'accord, donc ça représente un véritable danger, d'où justement ma question encore, comment donc s'en protéger? Une fois qu'on maîtrise déjà les différents types de médias, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut bannir complètement certains types de médias et ne devenir accro qu'à d'autres médias? Bien, nous sommes là sur le plan de ce qu'on appelle les stratégies médiatiques. Oui. Parce qu'en fait, lorsque nous parlons de stratégie médiatique, il faut déjà, en amont, amener les gens à comprendre que nous sommes dans la mondialisation. Et que la mondialisation est aussi un média. Ce n'est pas un média, comment dire, pacifique. Ce n'est pas la coopération qui domine la mondialisation, c'est la compétition. C'est au-delà même de la compétition, c'est la guerre. Et donc, lorsque nous parlons de stratégie médiatique, nous sommes au cœur de la définition de la stratégie, qui fait que dans un monde où tout est désormais partagé, c'est pour ça qu'on parle de globalisation. Chaque fois que vous faites un pas, vous poussez quelqu'un pour prendre cette place. Oui. Et donc, la personne ne va pas vous laisser la pousser comme ça. Et donc, il faut partir du principe que nous sommes en compétition et que les médias que nous utilisons, si ces médias sont produits par notre adversaire, ces médias vont occuper notre espace, nous transformer et nous amener à être exactement ce que notre adversaire veut. Prenons un exemple, l'école. Lorsque nous envoyons nos enfants à l'école, les programmes de cette école sont conçus par qui? Pour faire quoi? Est-ce que si nous laissons notre adversaire concevoir pour nous les programmes de l'école, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire pour nos enfants une école de soumission. Une école qui va les amener... Il fera ce qu'il trouve juste pour lui, quoi. Oui, exactement. Il va prédisposer nos enfants à l'admirer, à se considérer comme incapables d'atteindre son niveau, à développer en eux ce qu'on appelle un instinct d'infériorité. Ils vont toujours se sentir inférieurs à lui et vont chercher à lui plaire pour qu'il puisse les amener vers eux. Et le résultat, c'est quoi? C'est qu'ils vont chercher à aller vers lui. On va voir les gens qui vont chercher à s'exiler, demander à devenir français, canadien, américain, parce que l'école qu'on leur a donnée a appris à ces enfants à considérer qu'ils étaient inférieurs. Ça a développé en eux un complexe d'infériorité par rapport à eux, par rapport à leur civilisation, et a développé en eux une admiration pour la civilisation de l'autre. Et du coup, tout ce qu'ils vont faire toute leur vie, ça va être essayer de ressembler à l'autre, essayer de fuir le chez eux pour aller chez l'autre. Et même quand ils vont rester chez eux, ils vont être ce qu'on appelle les exilés de l'intérieur. C'est-à-dire qu'en réalité, ils sont à Douala, ils sont à Yaoundé, mais dans leur esprit,
ils aimeraient être à Paris, à Washington, et toute leur vie, ils vont chercher, lorsqu'ils ouvrent la télévision, ils vont chercher une chaîne française, ils vont chercher une chaîne américaine, et ils ne seront pas utiles pour leur pays. Voilà pourquoi nous disons que la première stratégie pour lutter contre cette manipulation, la première stratégie consiste à interpréter convenablement les médias que nous recevons. Parce que pour l'instant, il est clair qu'il y a un déséquilibre médiatique. La plupart des médias sont produits par le Nord et nous, dans le Sud, nous les recevons. Alors, comme nous n'avons pas encore la capacité de les concurrencer sur le plan de la production des médias, ce que nous devons faire, c'est interpréter de manière appropriée les médias que nous recevons. Cette interprétation-là, elle n'est pas donnée toute seule. Elle est donnée par l'école. Et donc notre école doit apprendre à nos enfants l'esprit critique. C'est la première chose qu'on doit apprendre à l'école. Ils doivent apprendre à lire de façon critique tous les médias qui viennent vers eux. Et lorsqu'ils ont appris à lire de façon critique, la seconde chose qu'on doit développer chez eux, c'est l'imagination, la capacité de produire eux-mêmes des médias pour essayer de combler le déséquilibre médiatique. Parce que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, quand on produit un téléphone et que l'enfant prend un téléphone, il voit que le téléphone est beau. Il dit, quel beau téléphone. Mais en réalité, quand il dit quel beau téléphone, il y a une sorte de métonymie qu'il est en train de faire. Il trouve beau celui qui a fabriqué le téléphone. Et celui qui a fabriqué le téléphone, c'est un Français, un Blanc, c'est un Asiatique. Il trouve que les Asiatiques sont beaux comme le téléphone qu'il fabrique. Et donc, de façon instinctive, il assimile l'image au producteur d'image. Et c'est vrai parce que pour le cas du téléphone, généralement, et pour tout autre appareil, l'on est souvent plus centré, pas sur la beauté visuelle, mais très souvent sur la marque. Exactement. Et la marque ici joue un peu le rôle du fabricant. Exactement. Et donc, c'est important que nous sachions cela et que nous comprenions que dans la guerre médiatique qui est en train de se mener depuis toujours, parce qu'en réalité, elle s'est intensifiée à la fin du 19e siècle. Mais cette guerre a toujours été là. Les peuples qui perdent, c'est les peuples qui se laissent envahir par les médias venus d'ailleurs. Lorsque l'Occident... Vous faites référence à l'Afrique. Oui, bien sûr. Et je voudrais faire une comparaison entre l'Afrique et l'Asie pour que ce soit plus visible. Lorsque l'Occident arrive en Asie, l'Occident trouve en Asie une panoplie de médias gigantesques qui sont là depuis des siècles. Ils trouvent l'hindouisme, le shintoïsme, ils trouvent des temples gigantesques, ils trouvent une tradition multiséculaire, des choses tellement bien implantées qu'ils sont incapables de les détruire. Et le résultat de ça, c'est que en réalité, vous ne pouvez pas vous exposer à un média sans que ce média vous manipule. Et l'Occident a été manipulé par les médias asiatiques. C'est ce que un grand écrivain comme André Malraux a appelé la tentation de l'Occident. C'est-à-dire que l'Occident est allé pour détruire l'Asie et a été tellement fasciné par l'Asie qu'ils ont ramené un peu d'Asie chez eux chaque jour. Parce que l'Asie avait déjà un socle médiatique très puissant. A contrario, lorsque l'Occident arrive en Afrique au 19e siècle, en dehors des pyramides d'Égypte, qu'on a d'ailleurs tout fait de considérer comme étant des médias non africains, parce que on a tout fait pour démontrer que l'Égypte qui a construit les pyramides n'était pas une Égypte africaine. Alors en dehors de ces pyramides, le reste du continent était entièrement nu. Alors, ils n'ont même pas eu besoin de détruire grand-chose. Mais si vous lisez l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane, justement, Cheikh Hamidou Kane a une lecture extra lucide du phénomène de l'arrivée de l'Occident ici. Dans l'aventure ambiguë, il dit il détruisait, il construisait. C'est très intéressant parce que, en fait, ils ne reconstruisent pas. Ils détruisent une chose et construisent une nouvelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont trouvé nos médias et de peur que nos médias ne les manipulent,
Ils les ont détruits. Et à la place, ils ont implanté leurs médias pour pouvoir mieux nous manipuler. À titre d'exemple, ils ont lutté contre nos langues, qui sont nos médias. Ils ont essayé de les détruire. Ils ont lutté contre nos religions. Et ils ont mis à la place leur religion. En fait, voilà la stratégie médiatique. Et vous voulez avoir quelqu'un, le transformer en votre zombie, vous détruisez ces médias et vous l'exposez à vos propres médias. Et tôt ou tard, comme le média est une image qui incite à produire des images, il va, au contact de vos médias, développer une image de lui qui est exactement celle que vos médias veulent. D'accord. Analyse très profonde, monsieur Roger Kafo. Et moi, ça m'amène justement à vouloir que l'on décrypte un autre chapitre, notamment de cet ouvrage Médias et civilisation, notamment le chapitre 7, qui revient sur l'action des médias proprement dit. Déjà, l'action des médias les uns sur les autres. Oui, c'est important lorsqu'on parle de l'action des médias. Nous devons savoir que les médias sont une réserve d'énergie. Oui, parce qu'en fait, il faut partir du fait que les médias, comme je l'ai dit, sont des moyens d'action, des prolongements de l'individu. Si nous prenons la nature, c'est un média sacré. C'est-à-dire que c'est un prolongement de la divinité. Dieu. Est-ce que c'est ce qui justifie parfois des expressions comme quoi la nature nous parle? Oui. En fait, parce que quand on regarde la nature, on voit Dieu. Parce que comme image, la nature est à l'image de son producteur, qui est Dieu. Et donc, parce que parfois, il y a je vais appeler ça comment, des événements qui se produisent, parfois qui n'ont pas d'explication, mais qui arrivent quand même. Oui. Du fait de la nature. Oui, effectivement, parce que la nature fonctionne comme son producteur. Et tous les médias sont pareils. Et donc, lorsque Dieu ou l'entité que vous voulez, parce qu'on n'est pas obligé d'appeler cette entité Dieu, mais ça revient au même, oui. Produit la nature, se prolonge dans la nature et nous la donne. L'être humain maintenant doit transformer la nature en civilisation. Et pour cela, il doit produire ses propres médias. Et donc, l'action des médias, je voudrais rappeler que si vous prenez la mythologie chrétienne, notamment dans l'Ancien Testament, on dit que c'est par la parole que Dieu a créé le monde. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et donc, cette puissance qui a permis au Créateur de mettre en place la nature, l'homme ne l'a pas. Et il veut l'avoir. Comment va-t-il faire pour y arriver? Il lui faut des médias. Il doit trouver la formule qui lui permet de pouvoir devenir aussi puissant que la divinité. C'est pour ça que lorsqu'il fabrique la lunette astronomique, il change sa vision du monde. Avant la lunette astronomique, il croyait que le soleil se levait à l'est et se couchait à l'ouest. Donc la lunette astronomique modifie sa vision du monde. Et c'est ça, nous parlons de l'action des médias. Oui. Les médias transforment le monde et transforment en même temps l'individu qui les a fabriqués. Parce que à partir du moment où vous regardez dans un microscope, vous ne pouvez plus vous comporter comme celui qui ne l'a jamais fait. Parce que votre main qui vous paraissait propre, subitement, vous la voyez grouillée de microbes. Vous ne voyez pas ça à l'œil nu. Et donc les médias, l'action des médias, c'est que les médias non seulement transforment notre environnement, mais nous transforment et transforment notre ambition sur le monde. Parce qu'en réalité, tant qu'on n'avait pas la lunette astronomique, on ne pouvait pas rêver de voyager dans les galaxies. Notre ambition a changé quand nous avons utilisé le télescope pour voir que le monde était beaucoup plus grand que ce que nous pensions. Alors moi, je m'interroge également, hein, parce que à vous écouter, la manipulation ne peut être que négative dans le cas des médias. Mais est-ce que parfois, parce qu'on dit aussi, il est souvent bien d'imiter le bon exemple, mais est-ce que justement dans ces médias et civilisations, il n'y aurait pas une manipulation quand même positive? C'est-à-dire du moins un média qui
je prends peut-être le cas de l'Afrique, un média justement qui manipule, mais plutôt dans le bon sens, qui voudrait éveiller les consciences. Oui, On peut aussi parler de manipulation dans ce genre de cas, à l'instar par exemple d'Afrique Média. C'est un éveil de conscience. absolument, absolument, je suis d'accord avec vous. L'exemple le plus simple d'un média qui a l'ambition de manipuler positivement, c'est le livre. Le livre est un média. L'école est un autre média qui manipule, qui a l'ambition de manipuler positivement. positivement. C'est important que les gens sachent que la manipulation n'est pas seulement négative. La manipulation peut être positive. Et quand vous éduquez votre enfant à la maison, vous le manipulez, mais positivement. Vous voulez en faire quelqu'un de bien. Parce que je voulais qu'on s'accorde là-dessus, parce que depuis le début, on parle de manipulation, mais c'est beaucoup plus dans le sens négatif. Oui. D'accord. Si vous me confirmez que non, une manipulation peut être positive, j'achète. D'accord. En fait, la manipulation, nous souhaitons qu'elle soit positive. Mais nous avons dit que nous sommes dans une mondialisation qui n'est pas pacifique, qui n'est pas amicale. Et tous ceux qui nous font croire que la mondialisation est amicale nous exposent au danger d'être manipulés dans l'intérêt de l'autre. Et c'est ce qu'on fait tous les jours. Donc nous voulons attirer l'attention là-dessus. Alors, une autre action des médias sur l'environnement. Oui. C'est important de savoir que l'être humain, grâce à ces médias, a l'ambition de transformer l'environnement en un lieu confortable pour son habitation. Parce que je vais prendre un exemple simple. Lorsque vous allez à l'école des ponts et chaussées, vous allez dans cette école pour vous approprier un média qui est une connaissance précise dans un domaine précis. Une fois que vous êtes muni de cette connaissance-là et que vous revenez vous mettre au bord d'une rivière, quelqu'un qui n'a pas ce média-là ne voit pas la rivière comme vous. Ouais. Vous voyez la rivière sous l'angle d'un pont qu'on peut construire pour passer d'un côté à un autre. Et donc, pour vous, la nature a déjà changé. Elle n'est plus ce qu'elle était avant, simplement parce que vous êtes muni d'un média qui prolonge votre imagination et lui permet de construire dans le réel des choses qui apparemment n'y sont pas. Et là, on est dans une version presque mythologique, parce que la mythologie des aborigènes d'Australie, elle est très intéressante. Elle dit que la divinité qui crée l'homme ne crée pas l'homme ex nihilo. Il regarde la terre et voit l'homme et se contente de l'extraire de la terre. Pour dire quoi? Pour dire que tout est déjà dans la nature. Mais si nous n'avons pas le média approprié, c'est-à-dire que si nous n'avons pas l'intelligence... j'ai envie de dire, si on n'a pas le sens du discernement... Exactement. On va complètement se laisser berner. Effectivement. Donc, si je prends cet exemple-là, si notre école n'est pas une école qui ambitionne de donner à nos enfants le média qui permet de développer en eux la capacité créatrice, ils vont être devant la nature, il y aura des choses qui sont là, qu'on peut prendre et donner à la société, ils ne vont pas voir. Parce qu'on n'a pas développé en eux l'œil qui leur permet de voir cette chose-là dans le réel. Et donc, c'est ça l'innovation, c'est-à-dire la capacité à regarder le réel et à se rendre compte qu'il y a là quelque chose qu'on peut faire. D'accord. D'accord, Monsieur Roger Kafo. Et c'est vrai qu'au début de l'émission, vous nous avez quand même spécifié les différents types de médias. On parlait des médias chauds et des médias froids. Et je crois que vous avez classé les livres comme étant des médias... Oui, les livres sont des médias froids. Des médias froids. Oui. Alors, on va faire un tour dans ces médias froids qui ont été édités et écrits par d'autres écrivains-chercheurs de l'Afrique. Aujourd'hui, nous vous proposons une gamme de 5 ouvrages. Le premier, Entre chemins et variables, de Abderrahmane Guiyadé. Avec cette compilation entre chemins et variables, inexprimé l'exprimable, l'auteur tente une réécriture du monde qui l'entoure et nous fait pénétrer véritablement dans l'antre de ce que pourrait arriver à signifier un jour la littérature. Le second ouvrage s'intitule Kani. C'est un roman de Dembe Fall Diop.
À travers l'épatante histoire de Mara, un jeune adolescent sénégalais ordinaire de Koul qui quitte son milieu rural pour Dakar afin d'y poursuivre ses études, ce roman nous plonge au cœur du populeux quartier de Niari Tali et nous invite à appréhender les principales causes de la déscolarisation des jeunes issus des zones rurales sénégalaises. Le troisième ouvrage s'intitule « Afrique, un esprit pour le changement, stratégies et solutions adaptées pour le développement de l'Afrique ». C'est un ouvrage de Tierno Montana Boy. Cet ouvrage constitue un ensemble de solutions adaptées au contexte socio-culturel des pays de l'Afrique et pouvant permettre de vaincre la pauvreté et d'atteindre l'émergence. L'auteur fonde donc son argumentaire sur une reconsidération du facteur qui constitue la force de sa jeunesse, tout en proposant une forte requalification de ce potentiel pour en faire la clé d'un processus irréversible vers le développement. Le quatrième ouvrage s'intitule « L'Abidjanaise ». C'est une rélecture de l'hymne national ivoirien pour la réconciliation. C'est un ouvrage de Paul Seigneur Yoroquois. L'échec du deuxième tour de la présidentielle du 28 novembre 2010 en Côte d'Ivoire entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara fit éclater une crise grave aux conséquences désastreuses. Morts, dégâts matériels, exil, haine, etc. Depuis le 11 avril 2011, la capture de l'ex-président et son emprisonnement à La Haye, la division de la population s'est davantage accrue. Entre plusieurs recherches de solutions, une rélecture de l'hymne national permet, par le catharsis individuel et collectif, de passer d'une situation de pourriture sociétale à une situation de vie commune. Le dernier ouvrage s'intitule « Une rosée de tristesse ». C'est un recueil de poèmes de Samuel Bouyou Tchocho. Les premiers mots de ce cercueil de poèmes traduisent le cheminement peu ordinaire de Zé Laurent Désiré Kabila, soldat du peuple. On voit son histoire prendre des chemins insoupçonnés. En effet, personne ne l'imagine entrer au panthéon des figures emblématiques du monde. Il inonde pourtant le monde politique international d'une puissance d'intelligence et de discernement qui dérange. Voilà ce que nous avons concocté ce jour. Nous vous souhaitons une bonne lecture. Les éditions L'Harmattan vous proposent 4 ouvrages susceptibles de changer votre manière de voir les choses. Les Sentes du Temps, un recueil de récits qui tendent à montrer que le réalisme magique est toujours présent sur le continent noir. Éduquer pour une mondialisation humaniste, un essai de plus de 100 pages qui s'emploie à démontrer qu'on peut donner une orientation humaniste à la mondialisation en cours avec des pistes proposées pour y parvenir. Les générations sacrifiées au cœur de la catastrophe scolaire moderne, un essai publié 1 an avant l'ouvrage précédent qui nous plonge au centre des systèmes éducatifs mondiaux, médias et civilisation. Une chronique qui nous enseigne comment se protéger de la manipulation des médias pour mieux s'en servir. Ces 4 lingots d'or littéraires sont l'œuvre de Roger Kafofoko, enseignant de littérature depuis 3 décennies devant Dieu et devant les hommes. Ils sont à retrouver dans les librairies. Devant Dieu et devant les hommes, merci Tony Michael Menga. Merci également à vous, Marthe Estelle Oum, pour ce magnifique voyage de retour donc sur ce plateau de littérature africaine. Sachez tout simplement, fidèles téléspectateurs, que le livre qui nous fait l'honneur d'être décrypté ce soir n'est tout autre que Médias et civilisation, comment se protéger de la manipulation des médias pour mieux s'en servir. Et qui de mieux justement que l'auteur de cette magnifique chronique, à la personne de Roger Kafofoko, qui nous fait l'honneur d'être notre invité ce soir. Et juste vous rappeler qu'en bas de l'écran, vous avez l'adresse email de l'émission littérature africaine @yahoo.com pour toutes vos suggestions, pour toutes vos propositions. Alors de suite, nous poursuivons tout simplement le décryptage de cet ouvrage avec cette ambition des médias, notamment retrouver la puissance des origines. Oui, c'est intéressant. Je disais que la puissance des origines, c'est déjà cette capacité qu'avait la divinité, avec des simples mots, de créer la réalité. Oui. Il dit que la lumière soit, et la lumière fut. En fait, par le biais de ces médias, l'être humain veut grimper l'échelle pour aller vers la divinité. Il veut devenir un Dieu. Il veut pouvoir se libérer des contraintes de l'espace et du temps. Parce que le corps, ce média, et c'est ça, c'est une autre notion qu'il faut expliquer.
que le corps est un média pour nous-mêmes. Mais finalement, tout est média. Oui, effectivement, c'est intéressant. Tout peut être considéré comme outil de média. Ou alors comme, je vais appeler ça comment, ou comme homme des médias. Je préfère outils. Parce qu'en fait, il y a des outils qui sont matériels. Par exemple, tous les outils techniques sont des médias pour notre corps. Et toutes les technologies intellectuelles sont des médias pour notre cerveau. L'homme a commencé par médiatiser son corps. Oui. Il a utilisé des technologies mécaniques. Lorsque vous prenez un tracteur, le tracteur, c'est un prolongement de vos muscles. Vous ne vous sentez pas assez fort pour déraciner l'arbre. Vous avez besoin d'un prolongement qui vous permet de le faire. Vous fabriquez le tracteur. Vous voulez voler. Vous n'avez pas d'aile. Vous devez trouver un prolongement qui vous permette de vous envoler dans les airs. Dans la mythologie grecque, Dédale, qui est un architecte, réussit à fabriquer 2 paires d'ailes pour lui et pour son fils Icare. Oui. Et il s'élève au-dessus de la mer Égée. Je pense que ça, c'est le premier avion de l'humanité. C'est-à-dire, en réalité, sans ces 2 paires d'ailes, nous n'aurions peut-être pas pensé à l'avion. Et on voit comment un média en fabrique un autre. Un autre. Exactement. Et donc, pour dire que l'ambition de l'homme à travers ces médias, c'est de supprimer la contrainte de l'espace et du temps. Et être capable de dire que je suis à Douala, l'instant suivant, je vais être à Yaoundé. Et que l'espace ne soit plus un obstacle. Oui. Et donc, on a commencé par avoir le cheval pour aller un peu plus vite. Ça a augmenté la vitesse de nos pieds. Puis, on a eu la voiture, le train, l'avion. Maintenant, on a la fusée qui permet d'aller extrêmement vite. Donc, on voit que nos médias ont pour ambition de suppléer à nos faiblesses, de nous rendre de plus en plus forts pour pouvoir faire des choses que seuls les dieux pouvaient faire. Et nous, on voudrait pouvoir développer l'intelligence artificielle parce que notre cerveau est un média qui ne nous permet pas d'utiliser au maximum notre intelligence. Le QI de l'homme le plus intellectuel. Oui, l'être humain utilise à peine 20% de son quotient intellectuel. Mais comment, souvent, c'est vrai que c'est ce qui est dit, mais comment justifier qu'à un moment donné, il y a très souvent une certaine fatigue qui se fait ressentir alors qu'on n'utilise même pas la moitié de son coefficient intellectuel? Oui, c'est intéressant parce que c'est une question médiatique. C'est-à-dire que le média que vous utilisez ne peut supporter l'intelligence qu'à un certain pourcentage. C'est pour ça que la plupart du temps, on dit que quelqu'un est devenu tellement intelligent qu'il a disjoncté. Oui. C'est-à-dire, en fait, le câble de basse tension, si vous faites passer un courant de haute tension sur ce câble, il pète. Parce que le câble n'est pas fait pour ça. Et c'est pour ça que nous voulons transplanter l'intelligence dans quelque chose d'artificiel qui puisse supporter cette intelligence-là. Il est admis que si vous utilisez 30% de votre quotient intellectuel, vous allez changer toute la technologie qu'on utilise aujourd'hui. Parce que du coup, vous allez être suffisamment intelligent pour voir les limites de la technologie actuelle et vous allez la remplacer par une technologie plus avancée. Et donc, c'est ça l'enjeu de l'intelligence artificielle. Et l'être humain ne peut atteindre cette intelligence artificielle que s'il se munit de médias appropriés. Et la science l'a très bien compris aujourd'hui parce qu'on veut déjà fabriquer un être humain augmenté. C'est-à-dire qu'on va ajouter à l'être humain un certain nombre de technologies qui vont lui permettre de supporter la production de l'intelligence à haute intensité. C'est peut-être ce qui justifie l'implantation de certaines puces dans les cerveaux de certains citoyens du monde. Je pense également à la fabrication des robots hommes qui existent déjà. C'est exactement cela. Maintenant, le rapport avec la civilisation est très intéressant parce que chaque civilisation, je vous ai dit, produit
des médias à son image. À son image, oui. Et j'ai dit que l'image est une question de haute ou de basse fidélité. Ça veut dire que lorsque je prends ce bic, c'est une image de très basse fidélité de l'homme. Quand vous regardez, vous avez de la peine à imaginer que c'est l'image de l'homme. Oui. Parce que c'est l'image d'une seule qualité de l'homme. Oui. Si vous mettez toutes les qualités de l'homme ensemble, du coup, l'image devient une image de haute fidélité et vous le reconnaissez. Et donc, lorsque nous allons être de plus en plus intelligents, ce que nous allons fabriquer sera à l'image de ce que nous voulons. Si nous voulons fabriquer des choses qui nous permettent de domestiquer notre prochain et le transformer en esclave, on va fabriquer seulement ça. À titre d'exemple, la poudre à canon a été inventée par les Chinois. Le gouvernail a été inventé par les Chinois. Le papier a été inventé par les Chinois. La monnaie par les Chinois. Ce sont ces outils-là que l'Occident a utilisés pour conquérir le monde. Parce que l'Occident a fait une lecture de ces médias qui était une lecture belliqueuse. D'accord. Les Chinois, eux, en avaient fait une lecture différente et ils ne les ont pas utilisés pour conquérir le monde. Donc, c'est important de comprendre ça, que la lecture des médias, lire un média, c'est déjà fabriquer un média différent. C'est pour ça que nous disons que nous devons apprendre à nos enfants à lire les médias, parce qu'en les lisant, ils les réinterprètent et ils se les approprient. Et du coup, le média qu'on a envoyé vers eux n'est plus celui qu'ils reçoivent parce qu'ils l'ont interprété et s'en sont appropriés. D'accord. Alors, je voudrais que l'on s'appesantisse sur le cas pratique de l'Afrique et des médias aujourd'hui. Parce qu'il y a un constat qui fait état justement d'une forte manipulation négative des médias occidentaux sur certains médias africains. Oui. Alors, le cas pratique de l'Afrique et les médias. Oui, le cas pratique, l'Afrique... notamment avant la traite négrière. Oui, l'Afrique, de mon point de vue, l'Afrique a presque toujours eu une gestion défavorable des médias en partant de l'Antiquité. Son choix médiatique, ou on peut aussi dire le choix de ces stratégies médiatiques, n'a pas toujours été un choix judicieux. Si nous prenons la période avant l'arrivée de l'Occident ici, nous allons voir que l'Afrique, en dehors de l'Égypte des pharaons, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui avait compris que les médias sont des supports qui peuvent être des supports de résistance. Et ils ont fabriqué des pyramides dans lesquelles ils ont mis des choses qui étaient elles-mêmes fabriquées dans du matériau durable. Ils ont inventé l'écriture, l'hiéroglyphe. Ils ont inventé le papyrus pour conserver les textes. Et du coup, on a voulu détruire l'Égypte. Parce que... Qui a voulu détruire l'Égypte? Oui, c'est important. La grande bibliothèque d'Alexandrie, qui était la plus grande bibliothèque de l'Antiquité, qui avait plus de 7000 ouvrages, elle a été brûlée 2 ou 3 fois. Une première fois par les Perses, une deuxième fois par les Grecs, peut-être une troisième fois. Bref, tous ces gens qui ont brûlé cette bibliothèque savaient qu'ils brûlaient et qu'ils effaçaient l'Égypte. Mais ils n'ont pas pu détruire les pyramides. Et à l'intérieur des pyramides, l'Égypte s'est endormie pendant 2000 ans. Et 2000 ans après, l'Égypte est ressortie telle qu'elle. C'est-à-dire que le choix des médias qui avait été fait par l'Égypte a permis de déjouer la volonté de destruction et d'effacement de l'Égypte. Le reste de l'Afrique a fait un mauvais choix. On a fait le choix de l'oralité. Oui. Tout ce qui a été oral a disparu. Aujourd'hui, on essaye de retrouver des bribes. On a fait le choix, regardez Tombouctou, la très grande Tombouctou. Si elle avait été fabriquée dans un média durable, elle serait encore là, en train de témoigner du passé grandiose de l'Afrique. Il a fallu faire des... Je prends aussi l'exemple de l'île de Gorée. Exactement. Quand vous allez à Gorée, j'ai eu personnellement la chance de visiter Gorée et j'ai vu avec quel soin on a conservé un ensemble de médias qui ont témoigné de la traite négrière sur le continent africain.
Aujourd'hui, ces médias sont là et témoignent à la fois à charge et à décharge. Parce que les gens qui ont commis ce crime contre l'humanité, si on avait effacé Gorée, ils pourraient le nier. Il pourra le nier. Voilà. Et peut-être même recommencer. Ceux tout qui en en ont sachant qu'ils pouvaient effacer cela. Exactement. Et ceux qui en ont souffert peuvent aujourd'hui dire que oui, ça c'est la preuve de ce que nous avons souffert. Voilà. Donc c'est là, ça témoigne à charge et à décharge. Et dans ce choix médiatique-là, l'Afrique devrait aujourd'hui éviter de faire un choix hasardeux des médias. Et ça, c'est l'Afrique précoloniale. Bon, l'Afrique coloniale, on peut dire que l'Afrique coloniale n'avait pas les moyens de se défendre. On lui a imposé un certain nombre de médias, les médias occidentaux, l'école occidentale, la religion occidentale, la mode occidentale. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart de ceux que l'Occident a envoyés coloniser l'Afrique, ce n'était pas la haute classe occidentale. C'était les gens... Des missionnaires, mais mercenaires. Des mercenaires, c'est-à-dire des chasseurs de primes, des gens de petite culture, des gens qui étaient pauvres en Europe et qui ne savaient pas quoi faire de leur vie. Et vous pensez qu'aujourd'hui, ça a véritablement changé? Oui, je veux dire qu'en fait, voilà ceux qui ont influencé l'Afrique. Oui. C'est-à-dire que l'Occident nous a envoyé l'écume de chez lui et ils ont donc implanté en Afrique une culture de basse qualité. Et ils ont donc démoli l'Afrique et ont remplacé ça par quelque chose d'extrêmement négatif. Et donc c'est à ça que nous devons penser. On a à reconstruire. Et si nous reconstruisons sur des médias empruntés, ce que nous allons réussir à reconstruire, ce ne sera pas l'Afrique, ce sera l'Occident transplanté en Afrique. Nous aurons encore fait un mauvais choix médiatique et c'est ce que nous sommes en train de faire jusqu'ici. Et nos villes n'ont pas beaucoup de personnalité africaine. Nos enfants, quand ils regardent nos villes, ils voient de mauvaises copies des villes occidentales. Et ils veulent la vraie copie. Donc, ils veulent aller en Occident parce que là, ils vont trouver la vraie copie. Et ça, c'est mauvais. Mais selon vous, qu'est-ce qu'on devrait donc faire pour que ces enfants aient la vraie copie? Voilà, cette vraie copie. Elle ressemblera à quoi, cette vraie copie? S'il fallait faire un dessin de cette vraie copie, ça donnerait quoi? Très bien. C'est une question, la réponse à cette question-là, il faut la prendre chez chaque Africain. Chez chaque Africain, parce que nos enfants qui copient l'Occident parce qu'on leur a dit que c'est l'Occident qui est bon, ils copient l'Occident pour étouffer l'Afrique en eux. Peut-être sans le savoir. Oui, ils ne le savent pas naturellement. S'ils savent que c'est pour étouffer l'Afrique en eux, je suis sûr à 100% qu'ils ne le feraient pas. Très bien. Je veux donc dire que l'Afrique de demain, elle est au fond de chaque Africain. Oui. Mais tant qu'il ne se rend pas compte que cette Afrique de demain est là, c'est une virtualité. Je vais reprendre le mythe de la création du monde. Avant le monde, c'est le néant, il n'y a rien. Oui. C'est-à-dire qu'en réalité, la divinité a le monde en lui. Il sort ça de lui et l'étale à l'infini. Et on a le monde qui est là. Ça peut encore se détruire. Je veux dire que chaque Africain a en lui, l'Afrique de demain, à l'état virtuel. Il suffit maintenant qu'on lui donne la clé appropriée pour sortir cette Afrique-là de sa virtualité et l'étaler au grand jour. Et on aura l'Afrique. On n'a pas besoin d'aller chercher cette Afrique-là en Asie ou en Occident. Elle est en nous. Et nous n'avons pas seulement les médias qui peuvent nous permettre d'actualiser, de déployer cette Afrique-là. Il faut que ces médias-là soient mis en œuvre. Et il n'y a que l'école pour le faire. Et c'est la raison pour laquelle tous ceux qui sont, je vais être un peu orgueilleux en disant, tous ceux qui sont intelligents, aujourd'hui disent qu'il n'y a que l'école de qualité qui va sauver l'Afrique. Parce que l'école est exactement le média, quand c'est une école de qualité, qui peut permettre à l'Africain d'aujourd'hui et de demain de sortir, d'extraire de lui cette Afrique de demain, qui est déjà là, qui a toujours été là. D'accord. Oui, voilà. D'accord. Et pour sortir l'Afrique des indépendances et les médias, oui. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ça? Oui, si nous prenons l'Afrique des indépendances et les médias,
Il faut déjà s'arrêter sur ce terme indépendance pour dire que c'est une grosse supercherie. Il y a des gens qui parlent de la post-colonie. C'est encore une autre supercherie. Nous ne sommes pas dans la post-colonie, nous sommes dans la néo-colonie. Encore? Oui, la colonisation n'a jamais cessé. Elle a changé de forme. C'est pour ça qu'on parle des néocolonies. Et du coup, dans cette Afrique néocoloniale, quels sont les médias qui dominent? Ce sont les médias importés de l'Occident. Je ne dis pas que ce sont les seuls médias. Je dis que ce sont les médias qui dominent. Qui dominent, oui. Ne serait-ce que le fait que nous sommes aujourd'hui à Afrique Média est déjà la preuve qu'il y a une réévaluation médiatique qui est en train de se faire et qui doit continuer. Parce qu'en réalité, nous avons chez nous des gens qui ont été formatés en Occident. L'Occident leur a donné des diplômes pour venir enseigner l'Occident en Afrique. Ils ont de très gros diplômes et ils sont respectés pour ça. Nous avons des gens qui sont entrés dans les sectes occidentales et qui ont pour mission de venir les reproduire en Afrique pour asservir le maximum de personnes possible. Voilà des médias. Nous avons les religions occidentales qui nous encerclent aujourd'hui. Et nous faisons des guerres pour ces religions occidentales. Les chrétiens se battent contre les musulmans. Hein? C'est comme si nous disions, comme à l'époque du roi Bel, qui demandait, il faut le dire, qui demandait à la reine d'Angleterre que s'il te plaît, viens m'aider à gouverner mon pays. Aujourd'hui, nous demandons à l'Occident chrétien, à l'Orient musulman que, s'il te plaît, viens m'asservir dans ta religion. C'est un problème. Donc, je pense qu'il y a là, encore une fois, un mauvais choix médiatique que nous sommes en train de faire. Il faut qu'on se libère de ces choix médiatiques et qu'on sache que nous avons nos médias en nous. Il ne tient qu'à nous de les produire. De les produire et bien sûr de les développer. Voilà. Et ce qui nous conduit de suite à un autre arrêt dans le cours de cette édition de littérature africaine. Ce sont bien sûr des magnifiques citations pour vous. Et puis, on va débuter avec celle de Fakoli Camara qui dit « Jeune Africain, jeune Africaine, si tu attends l'école pour apprendre ton histoire, sache que tu peux attendre encore longtemps. » Fakoli Camara. Cette autre citation nous vient de Steve Biko. « L'arme la plus puissante entre les mains de l'oppresseur est l'esprit de l'opprimé. » Nelson Mandela, être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Voilà donc les citations que nous avons retenues pour vous aujourd'hui, fidèles téléspectateurs. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre aimable fidélité, mais également merci à vous, Monsieur Roger Kafo, pour votre présence. C'est moi qui vous remercie. Ça a été un vrai plaisir d'être sur votre plateau. Je remercie aussi vos téléspectateurs pour la patience qu'ils ont dû déployer pour m'écouter jusqu'au bout. Une patience qui vaut vraiment la peine, ça je peux vous le garantir, Roger Kafo Fokou. Quant à moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain lorsqu'il sera 21h30. Et un grand merci à toute l'équipe de production.